Malheureusement, c'est un fait. 87% des startups médicales ne survivent pas une fois lancées sur le marché. De quoi parle-t-on quand on est au hub de ces questions de santé digitale? Un sujet incontournable. La digitalisation des données, tout ce qui est aussi protection des données, créer une data, une biodata et data générale est la source, est le point central pour toute innovation dans le domaine de la recherche. C'est un projet qui, à mon avis, est révolutionnaire face au système des assurances suisses. Tout d'un coup, on a eu des boîtes mail qui débordaient, des appels au niveau international qui nous ont dit « mais combien coûte votre bonnet c'est quoi ICAP quand est-ce qu'on peut l'avoir ?» Forcément, on est très touché par cette étape-là puisque nous, on est la next step après l'incubation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alpacity. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anna Grabner, une entrepreneuse au parcours riche et varié, actuellement CEO du Genolier Innovation Hub. Anna nous partage ses nombreuses expériences de la médecine à l'école hôtelière en passant par la gestion d'entreprise, mais aussi et surtout sa vision du futur de la santé et comment le digital impacte ce secteur. Anna reviendra sur l'ambitieux projet du Genolier Innovation Hub et comment il encourage l'innovation intégrée dans la médecine. Anna Grabner, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ton parcours et aussi les moments clés qui t'ont amené à tous les beaux projets que tu fais en ce moment? Merci et merci pour l'invitation. Mon parcours, alors en effet, j'ai démarré dans le domaine médical au niveau de la recherche médicale à l'EPFL, puisque c'est une passion depuis toujours, comment fonctionne le corps humain et comment fonctionne le domaine médical en général. Mais j'ai très vite souhaité me réorienter et donc j'ai décidé de faire l'école hôtelière avec ensuite à la clé un diplôme en management, gestion d'entreprise, management de la santé et vraiment vouloir associer le monde médical et de l'hospitality ensemble. Et en l'occurrence, durant mes études, différentes expériences dans le domaine de la finance, de l'événementiel, de la logistique. Une start-up créée avec mes deux co-associés, cofondateurs ICAP. Et dans cette aventure, ou durant cette aventure, j'ai rencontré Antoine Hubert qui m'a parlé de cette fantastique vision du Genolier Innovation Hub sur lequel je travaille donc depuis le début. Magnifique, on va bien sûr y revenir sur ce Genolier Innovation Hub. Avant ça, on fait un petit décryptage de l'actualité. Et on aimerait avoir tes retours sur ces actualités qu'on a sélectionnées pour toi. Récemment, Amazon a déboursé 3,9 milliards de dollars pour mettre la main sur One Medical et propose aujourd'hui aux membres Prime un service de santé pour 9 dollars par mois. Avec un accès illimité à des soins virtuels, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi une application pour gérer le soin, également les ordonnances et toute la communication avec les médecins. Et plus récemment, en octobre 2024, Amazon a intégré des outils d'intelligence artificielle dans son service. Qu'est-ce que cette information t'évoque ? Tout simplement, elle ne m'étonne pas. Parce que ce sont des entités telles que justement Amazon, Apple, où on le sait, c'est pas une surprise. On a certes une population, notamment en Suisse, qui est peut-être méfiante et parfois même anxieuse vis-à-vis de cette prise de données personnelles. Mais en l'occurrence, c'est la réalité. On a tous un smartphone et de manière volontaire ou pas, de manière consciente ou pas, on transmet nos informations et nos données. Donc justement, venant de grandes entités comme celle-ci, comme celle que tu mentionnes, ça ne m'étonne pas. Elles ont un ensemble de données d'une préciosité, d'une richesse impressionnante pour pouvoir par la suite proposer une offre, à mon avis, très intéressante. Ouais, c'est aussi ce décalage qu'on peut voir avec les primes d'assurance qui augmentent en Suisse et le coût, finalement, 9 dollars par mois, c'est moins cher que Netflix. Pour parler de la santé, je trouve que c'est vraiment un signal faible qui est à prendre en compte dans le milieu de la santé.
Tout à fait. Une autre actualité beaucoup plus régionale, qui est celle de Viva Health. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle, c'est un nouveau modèle d'assurance maladie de base et qui est pionnier dans l'organisation de soins entièrement intégrés de Suisse. Donc, ça a été plus récemment approuvé par l'OFSP. Et Viva sera introduit le 1er janvier 2024 auprès de la population seulement de l'arc jurassien, dans les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel. Alors pourquoi cette assurance, elle est nouvelle et pionnière, et aussi pourquoi que disponible dans certains cantons? Alors c'est un projet qui, à mon avis, est révolutionnaire face au système des assurances suisses aujourd'hui, puisque si j'ose de manière un peu provocante résumer notre système de santé actuel à une comparaison d'un triangle infernal avec l'assureur d'un côté, le prestataire hospitalier, un hôpital, une clinique, et le gouvernement, avec évidemment le patient au centre de l'ensemble du système. Chacun profite pour soi-même à sa manière et n'a pas d'incitation au final pour essayer de diminuer les coûts. Chacun, je vais peut-être aussi un peu de manière sarcastique, pour un assureur, le patient idéal, c'est un patient mort. Et pour un hôpital, le patient idéal, c'est un patient chronique. Et c'est là où aujourd'hui, on voit que le système de santé est clairement malsain, est clairement malade et qui a de quoi optimiser. Et aujourd'hui, le produit Viva, qui a donc démarré au 1er janvier de cette année, a démarré certes dans une seule région, parce que pour nous, c'était important d'avoir comme un projet pionnier pilote sur place là-bas, parce que c'est une région quand même stratégiquement très intéressante, facilement je dirais, à prendre en compte, vu l'ensemble des institutions et des prestations qu'on a sur place, que ce soit des pharmacies, des hôpitaux et des centres médicaux. Et donc, avec une population plutôt facilement sélectionnée, on arrive à avoir des résultats intéressants. Et on voit déjà maintenant les résultats, maintenant que, heureusement, depuis, comme toute prime ou annonce de prime, on est la seule assurance qui n'a pas augmenté ses primes. Et en l'occurrence, nous allons maintenant déployer ce même produit dans d'autres régions de la Suisse, et la prochaine région est officiellement ouverte au Tessin. Donc, ça va démarrer au 1er janvier 2025 au Tessin et petit à petit, sur les prochaines années, sur les autres régions du pays. Alors, peut-être juste une petite précision avant qu'on rentre dans le Genolier Innovation Hub. Quand tu dis « on a lancé cette assurance », c'est un projet qui est né au GIH. Alors non, en effet, c'est une très bonne remarque. C'est Aevis Victoria, qui est la holding qui a 3 grands secteurs, dans l'immobilier, dans la partie hôtelière, mais aussi évidemment, principalement dans le domaine de la santé, dans laquelle il y a le groupe Swiss Medical Network, avec ses 21 actuellement cliniques en Suisse, et une 70aine de centres médicaux, mais aussi le Genolier Innovation Hub, donc une entité indépendante de Swiss Medical Network, mais avec la même holding, le même investisseur. Et donc, c'est Swiss Medical Network, Visana et le gouvernement bernois qui, à 3, ont décidé, justement par ce fameux triangle infernal, permis de se réunir sous un même toit. Okay. Et donc inciter de manière à ce que, ensemble, on réfléchisse à diminuer les coûts, avec une même tirelire. Ah, c'est génial. On mettra le lien dans la description YouTube pour ceux qui veulent en savoir plus sur Viva Health. Alors, tu es CEO du Genolier Innovation Hub, qu'on va appeler GIH tout au long de cette interview. Ça me va. Qui a été récemment inauguré. On a pu le voir dans la presse. Encore bravo pour tout ce travail qui a été fait autour de cette inauguration. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de l'histoire de ce projet et aussi ce qu'il représente pour la Suisse ? Avec plaisir. Donc, en effet, un projet, une vision qui est née de la part d'Antoine Hubert, qui nous en a parlé, qui a commencé à en parler dans les années 2019-2020.
Et suite à cela, on a, en parallèle des demandes d'autorisation de construire, créé un workshop durant lequel nous avons invité une centaine d'entreprises internationales au niveau C-level management à Genolier, à qui on a présenté ce concept et à qui on a demandé voilà, quels seraient en fait vos éléments indispensables, vos éléments souhaitables si on le construisait, ce projet. Et avec tous ces retours très précieux, on a commencé à se mettre ensemble avec nos architectes, on a commencé à construire, à concrétiser. Et d'ailleurs, on a poursuivi ces workshops durant le chantier avec les mêmes personnes, ce qui souligne vraiment cet esprit d'intelligence collective où tous ensemble, on a construit ce projet. Et si tu as l'occasion de venir une fois, tu verras que vraiment au détail près, le domaine clinique, le domaine de l'innovation, de la recherche, de la formation ont été vraiment pensés minutieusement. Et en l'occurrence, le tout, donc la construction a démarré dès qu'on a eu les autorisations de construire en 2021. Donc début de la construction fin 2021, quasi 2 ans et demi de chantier, malgré la situation Covid, guerre ukrainienne, donc tout ce que l'Europe a malheureusement vécu en termes d'approvisionnement de matériaux. On est très content parce qu'on a été dans les temps et surtout dans le budget. Donc ouverture officielle en effet il y a 1 mois, le 27 septembre 2024, en présence de Guy Parmelin, notre conseiller fédéral, et plusieurs belles personnalités politiques, économiques et évidemment médicales. Alors, quel est l'objectif principal du GIH, et aussi qui sont les acteurs présents au sein de ce bel environnement ? Alors, notre objectif, notre mission, c'est l'accélération de l'innovation médicale et scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment de réduire en fait le temps de latence entre la création, le développement d'un prototype jusqu'au chevet du patient. Aujourd'hui, on parle d'une moyenne en Suisse de 17 ans pour justement en arriver là. 17 ans pour qu'avec derrière un investissement en termes de prix impressionnant, d'argent investi par la Suisse, par les institutions et les fondations et toutes les entités qui soutiennent tout type d'innovation, extrêmement élevé pour que, in fine, malheureusement, c'est un fait, 87% des startups médicales ne survivent pas une fois lancées sur le marché. Et une des raisons principales de cet échec, c'est qu'en fait, elles ne répondent pas réellement aux besoins des utilisateurs finaux qui sont les médecins. Et donc, le but du Hub, c'est de réunir en fait tous les acteurs de la santé sous un même toit. Et quand je dis tout, c'est pas juste les ingénieurs start-up d'une certaine phase, plutôt une phase finale, mais aussi les grandes entreprises qu'on connaît tous, type Philips, Novartis, Johnson & Johnson, GE Healthcare, etc. Mais aussi et surtout les médecins, le personnel soignant et le patient. Et tous ensemble, si on peut être autour d'une table pour fine-tuner, pour optimiser une innovation et surtout éviter qu'on développe, si j'ose dire, contre un mur, eh bien là, on est vraiment dans une question d'optimisation et d'accélération d'une innovation médicale. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'accélération et pas aller dans le mur, c'est qu'on ait la possibilité de tester assez rapidement l'idée pour savoir si elle est acceptée ou non, ou utile ou non par les médecins ou les patients. Exactement. Pour nous, autant le bénéficiaire final qui est le patient que l'utilisateur final qui sont les médecins et le personnel soignant, c'est extrêmement important d'abord de les écouter avant tout. Et aujourd'hui, on connaît les fameux pitching events où des startups viennent 30 secondes pour présenter son innovation devant un membre du jury. Très bien. On va certainement également le faire au sein du Hub. Mais en fait, ce qui nous intéresse bien plus encore, c'est de faire des reverse pitching events. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir en fait sur scène le médecin, le personnel soignant et ou le patient et de pouvoir dire en fait, regardez, moi en tant que médecin, j'ai tel défi clinique au quotidien. Est-ce que parmi vous, dans le public d'ingénieurs et de start-up, il y en aurait un qui aurait une solution à cette problématique? Et là, on est vraiment dans une concrétisation et dans un co-développement. Donc ça, c'est, je dirais, la situation idéale que nous recherchons. Mais il est clair que des innovations qui sont déjà en cours de développement, il faut qu'on réunisse assez rapidement avec nos médecins et les personnes, justement, utilisatrices finales pour qu'on fine-tune dans le bon sens, qu'on aille vraiment dans la bonne direction et qu'on puisse peut-être un tel robot médical à peut-être
n'a peut-être pas été réfléchi pour justement être ergonomiquement idéal. Je donne un exemple. Et donc, on va peut-être modifier, fine-tuner de manière à ce que vraiment on puisse l'implémenter dans le monde clinique. Comment, dans la réalité ou dans le concret, on arrive à faire collaborer médecins, scientifiques, ingénieurs, qui ont un quotidien aussi. Quelle est la petite poudre magique que vous arrivez à mettre au Hub pour faciliter cette collaboration ? La passion. Non, plus sérieusement, je dirais que c'est clair que sans médecins et personnel soignant, à mon avis, on n'a pas de valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment ce que le Hub apporte et ce qui le rend unique aujourd'hui en Suisse et même en Europe. C'est pas d'être un incubateur de start-up, parce qu'au contraire, on a des incubateurs et des technoparcs partout en Suisse et de très bonne qualité, notamment par exemple ici dans la région, le Biopôle à Lausanne ou le PFL évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment que, typiquement, les deux que je viens de mentionner sont en fait des partenaires du Genolier Innovation Hub, puisque nous travaillons main dans la main à ce que des startups qui sortent de leur incubation puissent ensuite faire leur prochaine étape au sein du Genolier Innovation Hub, qui est l'application clinique. Et ça, aujourd'hui, la valeur ajoutée, c'est de se dire, nous, on offre le réseau médical, non seulement à travers le groupe Swiss Medical Network avec qui tout a démarré, toute l'aventure, mais on est vraiment ouvert à être très neutre et pouvoir travailler avec tout type de collaboration hospitalière, autant du domaine privé que public, au niveau national et international. Et c'est que en s'ouvrant à ce point, en brisant les silos, en cassant les frontières cantonales et aussi nationales, qu'on réunit les compétences et ceux qui souhaitent vraiment donner leurs compétences, leur expertise, leurs connaissances dans le développement d'une innovation. Est-ce que dans le milieu médical, la collaboration, l'ouverture, est-ce que c'est un milieu plutôt secret, comme celui de l'horlogerie par exemple chez nous, ou est-ce que tu disais tout à l'heure que ce sont des systèmes où d'une certaine manière, chacun trouve son compte. Quand on innove, on redistribue aussi d'une certaine manière les richesses. Est-ce qu'il y a cette ouverture d'esprit au sein du Hub ? Je dirais ceux qui viennent au Hub, ils ont cette ouverture d'esprit. Ceux qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas compris qu'on fonctionne sous forme de non-exclusivité et que justement on est là dans le partage de connaissances, dans la volonté d'échanger et d'évoluer ensemble, eh bien c'est très bien et qu'ils continuent à faire leurs activités, mais pas au sein du Genolier Innovation Hub. Et en l'occurrence, oui, je dirais le domaine de la santé reste un domaine hautement intéressant en termes de sécurité. La donnée du patient, si on peut le comparer aux fameuses données bancaires, à mon avis, elle est même au-delà dans la préciosité. Et au final, c'est quelque chose qu'il faut en effet protéger au mieux et respecter au mieux possible avec toute la digitalisation et les cybercriminalités qui existent malheureusement dans le monde. Alors, cette diversité, je me posais aussi la question de... quels sont les acteurs qui sont présents aujourd'hui au Hub? Et est-ce qu'il y a des acteurs qui ne viennent pas du milieu de la santé, qui peuvent d'une certaine manière apporter une disruption pour innover? Tout à fait. Alors, les acteurs actuels sont évidemment des grandes industries, des grandes entreprises. On a notamment deux entreprises qui se sont déjà installées au Genolier Innovation Hub. La première, c'est Accuray, un des leaders mondiaux en radiothérapie de haute précision. Ils ont, dans leur bunker qu'on a construit dans ce hub, créé leur centre d'excellence mondiale. Donc, c'est un centre de formation mondiale où l'ensemble de leur clientèle, médecins et techniciens, vient à Genolier, vient en Suisse pour se former sur ces équipements tout en étant en proximité directe du monde clinique. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour eux d'être... c'est bien de faire un peu de théorie, mais ensuite de voir la réalité clinique auprès des patients, eh bien, c'est ça qui apporte énormément de valeur ajoutée. Le deuxième locataire, c'est General Electric Healthcare, qui, de manière très similaire, a mis en place leur centre de formation mondiale collé, juxtaposé. Il y a vraiment exactement 10 mètres, 10 pas à faire pour aller de leur local de formation à la partie médecine nucléaire avec tous leurs équipements dédiés au traitement du patient.
Et voilà, ça c'est 2 exemples de locataires. Évidemment, on est ouvert à d'autres partenaires et c'est déjà le cas, beaucoup de partenaires en cours, que ce soit des grandes comme des petites entreprises, mais évidemment et surtout les collaborations hospitalières, les collaborations universitaires et de recherche. Et évidemment aussi le listing des médecins et des patients qui souhaitent s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans ce hub. Alors peut-être pour qu'on puisse bien comprendre les services, si demain, à quel moment je t'appelle pour savoir si je peux rentrer dans ce hub? Tu m'appelles quand tu veux déjà. Non, en l'occurrence, au sein du hub, tu viens pour plusieurs possibilités. La première, c'est clairement la location de locaux. Donc, il faut comprendre que le business model est comme un hôtel pour entreprise. Je pense que c'est la manière la plus simple de comprendre le fonctionnement du hub. Tu viens pendant un certain temps et tu repars. Et évidemment, tu es la bienvenue comme dans un hôtel à revenir. L'idée, c'est vraiment de garantir ainsi l'innovation, de faire de la rotation constante et du dynamisme dans les innovations qui viennent et qui repartent. Donc, quand tu viens, tu sais que c'est ponctuel, c'est pour fine-tuner, optimiser avec le monde du clinique. Et ça, c'est, je dirais, le premier grand service que le hub met à disposition. Le deuxième, c'est l'événementiel, puisqu'aujourd'hui, on a un grand auditorium qui a été nommé top 10 européen des systèmes audiovisuels. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un lieu unique, avec une grande inspiration de la sphère Las Vegas, ce côté très immersif, 3-dimensionnel, avec vraiment un cadre idyllique et unique. Donc, en l'occurrence, tout type de demande, évidemment dans le domaine scientifique et médical, tel que tu veux faire une conférence médicale, un symposium, un forum de santé, c'est la bienvenue, notamment parce qu'on a une grande connectivité, cet auditorium, à notre bloc opératoire, à nos bunkers, à toutes les infrastructures dans le bâtiment, elles sont connectées à l'auditorium. Donc, on peut faire des sessions live, par exemple, d'une formation, d'une vraie opération. Mais évidemment, vu qu'on a cette renommée et ce lieu qui est génial, on a aussi maintenant beaucoup de demandes qui sortent du cadre scientifique, du type événements politiques, culturels, musicaux, économiques et autres. Donc, je dirais ça, c'est les 2 grands services qu'on offre. Tout ce qui va avec, c'est tout ce qui est un peu similaire à de la conciergerie, donc de la restauration, du catering, mais aussi dans le domaine, évidemment, de start-up, du service de conseil en marketing, en juridique, brevet, à tout ce qui est IP, intelligence, propriété intellectuelle, etc. Ok. Vous avez aussi donc la mise à disposition d'une certaine manière de salles blanches, vraiment d'équipements de haute qualité. Je ne sais pas comment on appelle ça dans le milieu médical, mais c'est aussi des services que vous offrez. Tout à fait. On a construit un plateau technique, 4 bunkers, un bloc opératoire, des salles blanches. On est en train de finaliser le développement d'une unité de recherche très modulable, très flexible, ouvert à tout type de demandes, mais aussi tout ce qui est laboratoire pour la recherche et la formation. Donc, c'est tout un plateau, en effet, à la pointe de la technologie pour accueillir tout type de demandes. Magnifique, merci. On a envie d'y aller. Hein. Tu es la bienvenue. Je dois le dire. En parallèle, je sais que tu as cofondé la start-up ACAP. Tu en as parlé tout à l'heure en introduction. Donc, vous développez un bonnet de natation connecté pour les personnes malvoyantes et aveugles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Oui, en effet, c'est un projet qui sort du cadre académique avec mes 2 associés, Aziz Sorfia et Luis Miranda, avec qui nous avons fait les études ensemble. Et dans le cadre de mes études avec eux, il fallait nous avions une année pour mettre en place un business plan sur un projet carte blanche. Donc, nous étions totalement libres. Et on voulait prendre ce projet non seulement à cœur, mais très au sérieux. Et on est allé réellement chercher les différents types de partenaires pour créer un écosystème, pour comprendre comment le tout pourrait réellement se mettre en place. Et en faisant en fait ceci, on a réalisé qu'il y avait un retour extrêmement positif. Tout d'un coup, on a eu des boîtes mail qui débordaient, des appels au niveau international qui nous ont dit « Mais combien coûte votre bonnet ? C'est quoi ICAP ? Quand est-ce qu'on peut l'avoir ?» Et c'est là où j'ai dit à Louis et Aziz, ça vous dirait qu'on se lance, quoi. On essaye, on n'a rien à perdre, on se lance. Et en effet, on a commencé l'aventure dans l'incubateur Pulse Incubateur à Genève,
Et par la suite, une aventure super intéressante dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, iCap est en cours de développement du prototype. Nous sommes toujours en recherche de fonds. Et en l'occurrence, je l'espère, d'ici, aujourd'hui on parle de 18 mois. Dans 18 mois, on pourrait commencer à le commercialiser. Ah, c'est magnifique. Quel lien tu fais entre cette aventure entrepreneuriale et puis les services aussi que tu imagines et que tu proposes au sein du GIH? Je dirais, à première vue, aucun lien. Pour moi, c'est important de bien distinguer les choses. iCap, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est clair, mais qui est plutôt un hobby. Quelqu'un qui joue au basket le lundi soir, pour nous, le lundi soir, c'est iCap, c'est dédié à cela. Mais en effet... je dirais que pour moi, c'est extrêmement important de distinguer les choses. Donc, étant à la tête du Genolier Innovation Hub, c'est deux actions, c'est deux casquettes très différentes. Mais là où ça se relie, c'est que au niveau de la compréhension du parcours d'une start-up, du parcours de jeunes entrepreneurs, je sais à quoi ça ressemble puisque je le vis en parallèle avec iCap. Donc, je peux très bien me mettre dans la peau quand j'en rencontre avec ma casquette de CEO du Genolier Innovation Hub et clairement mettre à disposition des services qui font vraiment du sens. Alors, il est vrai, iCap reste un projet plutôt social alors que le Hub est quand même ouvert à des projets du domaine médical et scientifique, notamment en medtech, pharmacologie, technologie digitale et biosciences. Donc très large, mais pas aussi large que le domaine sportif et social de iCap. Donc pour moi, c'est très bien de quand même distinguer les choses. Ça change un peu, oui, en termes de hobby, c'est pas mal. Mais c'est vrai aussi que ce projet iCap t'a amené dans le monde de l'incubation. Tu parlais de Pulse Incubateur tout à l'heure. Comment est-ce que tu as vécu ce monde de l'incubation en Suisse? Et est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration que tu pourrais voir pour peut-être accélérer des projets ou être un peu plus dans ce mindset de lancer des projets? Non, je pense que vraiment, on a une richesse d'incubateurs de très haute qualité. Et en effet, comme Genilem, Fongite, Pulse Incubateur, Biopôle, enfin, je veux dire, c'est vraiment des institutions ici en Suisse romande qui sont vraiment extrêmement intéressante avec un programme et une richesse d'experts qui t'accompagnent selon tes besoins. C'est ce qui est le plus appréciable, c'est vraiment cette personnalisation. On a des coachs, des experts qui sont dédiés à ton projet, donc qui vont vraiment écouter selon ce que tu as besoin, avec des conseils extrêmement qualitatifs. Je dirais aujourd'hui, j'ai absolument rien à critiquer à ce niveau-là. Là où je pense qu'il y a vraiment une amélioration à faire et à se poser la question, c'est aujourd'hui, la Suisse d'ailleurs a été nommée à nouveau un des pays les plus innovants au monde par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est très bien. Mais au final, si on regarde et qu'on se penche réellement dans ceci, on voit que l'investissement au départ, donc les fameux incubateurs des institutions comme InnoSuisse, qui mettent énormément d'investissement pour soutenir la lancée dans une innovation, c'est impressionnant. Là, il n'y a rien à dire. Par contre, quand on regarde ensuite où est-ce qu'elles vont, ces startups? Eh bien, on a un vrai brain drain, une vraie perte de nos intelligences, de nos cerveaux, de nos innovations qui partent évidemment principalement aux États-Unis, mais aussi ailleurs, et parce qu'elles n'ont pas de possibilité autant dans le soutien financier que du vrai développement de leur marché en restant ici en Suisse romande. Donc je pense que c'est là où il y a quelque chose à optimiser absolument, à essayer de garder nos innovations en Suisse. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez au Hub, justement sur cette étape où les startups s'envolent ailleurs finalement? Forcément, on est très touché par cette étape-là puisque nous, on est la next step après l'incubation, ce qui d'ailleurs manque beaucoup. Beaucoup de startups disent mon prototype il est prêt, je tape aux portes des hôpitaux puis il n'y en a pas un seul qui m'ouvre. En même temps, les hôpitaux sont saturés, n'ont pas le temps, il y en a tellement qui tapent à leur porte qu'à un moment donné, il y a aussi toute une sélection à faire, ça prend du temps, c'est pas facile. Et il faut de l'argent et de l'énergie et des ressources humaines. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de startups qui justement sont bloquées
Et c'est là où le hub souhaite intervenir en disant, voilà, on est là pour, si on voit que ça tient la route, qu'il y a une certification, qu'il y a une vraie promesse derrière, où on voit que c'est intéressant, puisque ça répond réellement aux besoins des utilisateurs finaux, eh bien, on est là pour les accueillir et tester, implémenter, fine-tuner ensemble. Il est clair qu'on est très touché par tout ce qui est au niveau législatif aussi, les certifications Swissmedic, alignées ou non à la certification CE de l'Union européenne ou FDA américaine. C'est des grands sujets qui sont directement reliés à ce que nous souhaitons développer. Quelles sont vos relations, ça m'a fait penser à ça, avec les autres pays? On dit souvent que l'innovation vient dans des pays où il n'existe rien, du coup il faut tout construire. Je schématise un petit peu, hein, mais quelles sont vos relations avec le reste du monde? Je dirais, de par les partenaires qui s'installent au sein du hub, ce sont quasi tout le temps des contrats au niveau DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, européen ou même global. Typiquement, les deux que j'ai mentionnés, General Electric Healthcare et Curé, c'est des contrats au final global, ce qui nous permet d'avoir une envergure et une visibilité au niveau mondial à travers ces entreprises-là. Il est clair que la collaboration, par exemple, hospitalière, qui se veut être aussi au niveau international, est extrêmement intéressante pour nous. Donc, on a des discussions avec des hôpitaux ou des institutions françaises, allemandes, anglaises, américaines, même espagnoles et portugaises. C'est vrai que pour nous, c'est extrêmement intéressant de s'ouvrir à cela. Et évidemment aussi en passant par les organisations internationales telles que l'OMPI, l'OMS, qui sont aussi très ouverts à ce projet pour mettre à disposition aussi des innovations qui seraient peut-être facilement et à très bas prix applicables dans des pays qui peuvent moins se le permettre. Oui, complètement. Une question de marché aussi, j'imagine, pour les startups. Le marché suisse reste toujours un petit peu petit. Modestement petit, oui. Modestement petit, mais de qualité. J'avais envie d'aller sur le sujet de la santé digitale. C'est un terme assez courant en ce moment. On en parle beaucoup. Peut-être peu de choses se passent encore dans ce milieu-là. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie déjà la santé digitale? De quoi parle-t-on quand on est au hub de ces questions de santé digitale? Un sujet incontournable. La digitalisation des données, tout ce qui est aussi protection des données, créer une biodata et data générale est la source, est le point central pour toute innovation dans le domaine de la recherche. C'est avec ces données-là qu'on peut absolument avancer de manière vraiment qualitative. L'IA, l'intelligence artificielle, sujet incontournable et déjà intégré au sein du Genolier Innovation Hub. C'est pour nous essentiel de pouvoir en profiter et puis évidemment de humaniser les moments clés d'un diagnostic, d'un traitement ou de quelconque échange avec la patientèle, tout en profitant d'une accélération et d'une optimisation via l'IA. Donc oui, forcément, on ne peut pas se permettre de s'appeler Innovation Hub et ne pas être innovant et ne pas s'intéresser à ces domaines clés. Est-ce que tu aurais des projets justement qui utilisent de l'intelligence artificielle au sein du hub? Je dirais déjà ceux qui sont présents avec les équipements Radixact, CyberKnife, donc ces équipements de radiothérapie de haute précision, mais aussi les équipements de GE Healthcare qui sont vraiment qui souhaitent intégrer des softwares et différentes solutions liées ou reliées à l'intelligence artificielle permettent d'aller vraiment de manière extrêmement précise, hyper bien calculée et évidemment extrêmement rapide, contrairement à une lecture humaine des données pour pouvoir trouver des solutions. Évidemment, l'IA, on parle de ChatGPT, l'ensemble des équipes du Genolier Innovation Hub utilisent ChatGPT et toutes ses fonctions et ses différentes possibilités au quotidien. Il y a une étude d'Harvard qui est sortie très récemment sur le diagnostic par l'IA, qui est en fait meilleur que des diagnostics faits par des médecins.
comment le milieu médical réagit au sein du hub. Est-ce que c'est aussi peut-être, pourquoi pas, une bonne nouvelle pour pouvoir se concentrer sur le soin? Comment réagissent un petit peu les médecins au sein du hub, de manière générale, bien sûr, sans aller dans des... Ouais, que ce soit du domaine médical ou du domaine général, on a de tout. On a les personnes très curieuses et on a les personnes très méfiantes, celles qui souhaitent résister au changement et celles qui en ont peur. Donc, on a de tout et je pense que c'est le cas partout dans le monde. En effet, je trouvais extrêmement intéressant les résultats en comparant le résultat entre, déjà au niveau du diagnostic, où ChatGPT, à côté du vrai médecin, a mieux diagnostiqué la maladie ou la problématique du patient. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que si on demande au patient qui ne sait pas qui est le ChatGPT et qui est le médecin, il va choisir ChatGPT comme la personne la plus sympathique. Et je pense que c'est ce qui reste aux médecins. C'est l'empathie, la sympathie, la présence humaine. Et c'est là où un médecin aujourd'hui va devoir, à mon avis, vraiment mettre son focus en ayant la possibilité, à travers des innovations comme le Hub peut proposer, qui facilitent son quotidien, notamment dans le domaine de l'administration, de pouvoir vraiment s'alléger à ce niveau-là pour, plus que, dans l'idéal, se concentrer sur le patient de manière très humaine et empathique, parce qu'au final, à mon avis, c'est ce qui lui reste. C'est d'ailleurs, je crois, quand on s'était appelé, c'était ton sujet de thèse, si je me souviens bien, l'optimisation du temps passé à l'administratif pour les médecins. Est-ce que tu vois une évolution d'ailleurs depuis que tu as écrit cette thèse jusqu'à aujourd'hui ? Alors oui, en effet, cette thèse que j'avais faite au sein des HUG à Genève, il s'avérait qu'à travers une stratégie de lean management où je chronométrais chaque seconde en courant après chaque médecin pour justement avoir un résultat en fin de compte du temps dédié à l'administration par jour. Et aujourd'hui, il s'avère, en tout cas à l'époque, il s'avère que c'était entre 60 et 80% du temps d'un médecin par jour qui est dédié à l'administration. Et clairement, diverses solutions sont possibles. On peut clairement optimiser ceci, notamment quand on voit l'obsolescence de certains outils. Je parle du DPI et de toute autre fonctionnalité utilisée au quotidien. Les HUG sont une des plus grandes institutions universitaires hospitalières en Suisse, et pourtant, là aussi, il y a beaucoup d'obsolescence dans les solutions utilisées. Et je dirais aujourd'hui, on est en cours, je reste quelqu'un d'optimiste, donc on est en cours d'optimisation, je dirais, dans l'ensemble du système de santé, mais il y a énormément encore à faire. C'est clairement pas aujourd'hui satisfaisant. Est-ce que le Hub pourrait avoir justement une mission d'aider les médecins en intégrant des outils d'intelligence artificielle, comme le fait par exemple c'est plus une start-up, l'entreprise Nabla en France, qui a commencé avec notamment OpenAI, juste pour se souvenir, de proposer justement de prendre en compte les résumés que les médecins pourraient avoir avec les patients, qui leur font gagner un temps incroyable. Est-ce que le Hub peut mettre en place des projets dans ce domaine-là ? Tout à fait. L'idée, c'est que vraiment le Hub soit un terrain de jeu, un terrain de test pour les différentes institutions hospitalières. Et en l'occurrence, c'est par cette ouverture et cette neutralité, ouverture au monde, que on a des hôpitaux où on a des prestataires qui nous demandent, qui nous écrivent et qui nous disent, voilà, vous, en tant que Hub, quelles solutions pourriez-vous nous proposer avec les avantages, désavantages de chacune de ces solutions. Et c'est là où on a ce rôle de facilitateur et de mise en commun, de test. Donc oui, c'est à mon avis central comme rôle de pouvoir être, même si l'impact est minimal, je l'espère de plus en plus grand, évidemment, cet impact, mais pouvoir optimiser ce système de santé. La place du patient, qu'on oublie souvent d'ailleurs quand on parle de santé digitale, mais il est bien présent et il a encore plus de pouvoir d'une certaine manière avec les objets connectés, mais aussi du pouvoir dans la connaissance. Quelle est cette place du patient aujourd'hui et comment tu l'imagines dans le futur ? La place du patient, elle est centrale.
Et je pense que tout le monde aime bien dire il faut mettre le patient au centre, mais le faire, c'est autre chose. Et aujourd'hui, le patient, il doit non seulement être central, mais aussi responsable de son dossier à lui, ce sont ses données à lui. Il n'a pas non seulement la responsabilité, mais il a surtout le droit de les posséder. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le médecin généraliste, en l'occurrence, ou parfois aussi selon où vous allez dans un hôpital, c'est eux qui gardent tes données. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est à remédier, et notamment pas juste être responsable et être possesseur de ses données, mais surtout être acteur. Et c'est là où justement le Hub souhaite mettre le patient au centre d'une discussion autour d'une table où on se dit tu es tout autant important dans les discussions d'optimisation de l'innovation, mais tu es surtout expert de ta maladie. Donc selon le domaine, nous on a une liste maintenant de patients experts qui souhaitent vraiment interagir et qui souhaitent donner leur avis sur ce qu'ils ont vécu, parce qu'il n'y a que eux qui l'ont vécu. Et ça, c'est extrêmement important. Comment tu imagines un petit peu le système de santé changer? C'est vrai qu'on a quand même l'impression que ça va être difficile. Pas impossible, mais difficile. Tu penses qu'elle viendra d'où cette disruption? Je pense que la disruption, elle vient de différents acteurs, mais aussi de différentes circonstances. C'est toujours... ça reste très complexe, ça reste hyper large et complexe. Mais je dirais des disrupteurs, c'est peut-être ou même carrément ceux qui ne sont pas du domaine de la santé. Typiquement, je pense aux grandes institutions dont on parlait tout à l'heure, Amazon, Apple. On parle aussi de la Poste, par exemple, aussi du domaine de l'aviation. Ce sont, à mon avis, des disrupteurs qui font déjà énormément dans ces domaines et qui pourront très bien nous proposer ou nous montrer leurs solutions qui pourraient être intégrées dans le domaine hospitalier et de la santé. Je suis dans la même lignée que toi. Je pense que ce sera ça arrivera de nulle part. Mais parce que aussi, quand on est dans son domaine, on est tellement dedans. Moi, je parle tout le temps de tunnels. C'est des tunnels parfois interminables où on voit même plus la lumière au fond et on est plus que là-dedans et on voit plus ce qu'il y a autour. Alors qu'un disrupteur va vraiment, déjà, s'il le fait déjà de base, si on parle de la Poste, qui sont complètement, qui ont des solutions extrêmement intéressantes dans la distribution et les infrastructures numériques, c'est extrêmement intéressant de s'y intéresser. Et l'aviation, évidemment, aussi. Et donc, forcément, c'est, je pense, des disrupteurs comme eux qui ont une vision dézoomée de la situation et qui apportent réellement, je pense, de quoi changer la situation. Et puis qui ont aussi d'autres savoir-faire qui peuvent s'intégrer exactement dans ces solutions. 2 questions que je demande toujours aux invités de la chaîne. Est-ce que tu aurais une recommandation de source d'information, podcast, YouTube ou un livre qui aurait changé ta vie? C'est une très bonne question. En effet, j'adore les podcasts. J'avoue que j'écoute plus de podcasts allemands. C'est très bien. Ayant des origines allemandes, j'écoute notamment le Focus de la NZZ, mais aussi pas mal de podcasts allemands. De livres, je pourrais mentionner un livre qui m'a beaucoup marqué de Julia Shaw, qui est une scientifique rechercheuse et psychologue, qui, son livre s'appelle... en allemand, das trügerische Gedächtnis. En anglais, je crois que The Memory Illusion, si je ne me trompe pas. Hyper intéressant sur justement la faiblesse de nos souvenirs et de notre mémoire et à quel point ces souvenirs peuvent être modulables. Donc, créer des faux souvenirs dans un cerveau est assez facile au final puisqu'il est très manipulable et notamment à quel point elle va jusqu'au fait de dire que c'est pas des faux souvenirs ou des souvenirs qui pourraient être des... preuves dans des situations de procès ou d'enquête criminelle. Donc, je trouve c'est un livre en tout cas que j'ai trouvé très intéressant.
Je crois que Boris Cyrulnik, je dois me tromper sur son nom de famille, mais on parle beaucoup de cette mémoire changée. C'est pas du mensonge, mais c'est vraiment une on réalité. On y croit exactement. Ouais. Et une personne que tu nous recommanderais d'inviter sur la chaîne YouTube d'Alpacity? Oh, très bonne question. Je vous conseillerais ou je vous proposerais Antoine Hubert, puisque j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps avec lui sur sa vision, sur son projet. Et je pense qu'il est extrêmement inspirant et intéressant à écouter. J'ai l'impression que c'est une belle rencontre entre toi et lui. Et notamment avec le parcours que tu as eu, je trouve aussi que tu peux enfin allier tout ce que tu as fait dans ce projet du Hub. Ça a l'air vraiment chouette. Enfin, je voulais te féliciter. Merci. Merci beaucoup, Anna. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toi.